Bonsoir, bonsoir, merci d'être ici aussi nombreux. Je sais qu'il y avait encore plus de demandes et malheureusement ce magnifique lieu ne peut pas s'élargir et donc voilà, on a de la chance d'être tous ensemble et il y aura d'autres occasions, on espère aussi, pour entendre Roberto Saviano. Donc moi je me présente, je suis Anaïs Cinori, je suis la correspondante à Paris du journal italien La Repubblica. Et j'ai la chance, et je suis vraiment enchantée d'animer cette rencontre avec Roberto Saviano, qui est à Paris. Et j'imagine, si vous êtes là, vous le connaissez. Vous avez probablement lu Gomorra. Gomorra qui a été un immense succès mondial, traduit dans plus de 50 pays, adapté au cinéma, adapté dans une série, adapté aussi au théâtre. Les textes de Roberto Saviano ensuite ont été adaptés dans beaucoup de spectacles de différentes sortes. Roberto Saviano a aussi un engagement, une parole qui pèse avec ses articles qu'il publie sur Repubblica, l'Espresso, et aussi avec des participations à la télé qui sont très suivies et très populaires. Mais on l'accueille ici, je pense, surtout en tant qu'écrivain pour son œuvre qui aujourd'hui, auquel s'ajoute aujourd'hui son nouveau livre, Piranhas, qui est publié par Gallimard et qui est sorti depuis quelques jours et qui a déjà eu un accueil triomphal en France. Alors, vous avez peut-être vu, je vous la montre, la couverture des Inrecuptibles, qui parle de Roberto Saviano comme l'un des plus grands écrivains au monde. Alors, je fais une petite touche personnelle en tant qu'italienne à Paris. Je pense, peut-être, vous êtes aussi quelques-uns de vous italiens. Ça fait du bien d'avoir l'Italie en couverture pour de bonnes raisons de temps en temps, et pas pour des mauvaises raisons. Donc, merci à Roberto Saviano aussi pour ça. Et je pense que même lui, peut-être, ça lui fait du bien d'être en France, accueilli avec toute cette chaleureux accueil et dans une période italienne qui est plutôt peut-être difficile pour lui. Sì, grazie Anaïs. Sì, mi sembra quasi incredibile venire da colpi d'artiglieria pesante, insomma, in Italia. Qui sembrava uno scherzo, questa accoglienza così calorosa e come se ci fosse la voglia di curare chi racconta. E infatti ho pensato, forse devo venire più spesso. Oui, merci Anaïs. En effet, ça me paraît incroyable, car je viens d'un endroit où on me pilonne, et ça me paraît quasiment une blague qu'ici je sois accueillie de façon si chaleureuse. Et j'ai comme l'impression qu'ici, on va plutôt prendre soin de ceux qui racontent des histoires. Et alors peut-être il faudrait que je vienne plus souvent. Je pense que le public est d'accord. Et d'ailleurs, ce ne serait pas le premier Italien qui vient, entre guillemets, en exil en France, mais espérons ne pas arriver à ça. En tout cas, on est là justement pour parler de Piranhas, qui est un roman qui parle de jeunes caïds, d'une bande de jeunes caïds dans une banlieue de Naples, Forcella. Le protagoniste, le personnage principal s'appelle Nicola Fiorillo. Et donc c'est un roman d'apprentissage de ces très jeunes criminels qui apprennent très vite la violence, la mort, à tuer, et deviennent très rapidement, grâce à leur férocité, les chefs d'une bande. Une bande qu'on appelle en Italie la Paranza, qui est d'ailleurs le titre original du livre en italien, c'est la Paranza des bambini. Et la Paranza, Roberto Saviano l'explique dans les premières pages du livre, c'est le nom qu'on donne aux bateaux qui vont la nuit dans la mer pêcher et qui trompent les poissons avec des projecteurs de lumière. Les poissons sont attirés et comme ça ils sont pêchés par cette espèce de trahison et cette attraction qu'ils ont irrésistible pour la lumière. Et c'est des petits poissons. Quand on vous sert dans un restaurant, en principe, c'est très compliqué à trouver, mais on vous sert la paranza, c'est des petits poissons, c'est des poissons très jeunes. Et c'est aussi justement ces jeunes criminels de Naples
et que Roberto Saviano raconte dans ce long roman. Il en prend une dizaine d'eux, et donc chaque personnage va avoir ce rapport à la formation, à la violence et à la criminalité. Mais ce qui m'intéresse déjà comme question pour Roberto Saviano, c'est le choix de passer au roman. Gomorra, Extrapure, les précédents livres de Roberto Saviano, c'était des récits d'enquête, mais disons, c'était le genre non-fiction. Là, il est passé au roman. Donc, même si la réalité est toujours très présente, vous le dites d'ailleurs en exergue, les personnages et les faits sont imaginaires, mais le milieu et la réalité sociale qui les ont produits sont authentiques. Donc, on est quand même toujours inspiré, comme dans Gomorra, Extrapure, à des histoires vraies, mais il y a ce passage au roman. Pourquoi? A un certo punto mi sono reso conto che volevo entrare dentro la testa di questi ragazzini. Pensate che da sempre le organizzazioni criminali hanno moschilli, si dice a Napoli, cioè i piccoli hanno bambini che fanno i corrieri, i killer, ma per la prima volta nella storia, cioè non c'è stato nessun caso, almeno conosciuto, non solo in Europa ma nel mondo, anche in Sud America, in cui bambini per un breve periodo vanno ai vertici di un'organizzazione criminale. Questi paranzini, questi piranha, dai 10 ai 19, quindi anche adolescenti, comandano per 4 anni una città, il centro di una città, anzi meglio. Allora mi sono visto tutti gli atti giudiziari, ho intervistato i sopravvissuti, 3 di loro, un gruppo nutrito, tutti massacrati, e ho detto no, io voglio trovare un'altra strada. E il metodo è lo stesso, quindi dati, conoscenza, ma il fine è diverso. Cioè, qui non volevo dimostrare, dare gli strumenti per conoscere dettagli su questa storia. Volevo al contrario creare da questa storia la possibilità di entrare nel corpo di questi bambini. Fermo. Non sono abituata però. Ti ho allenato. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais envie d'entrer dans la tête de ces enfants. Depuis toujours, les organisations criminelles ont eu des moschilli, des moucherons, des enfants dont ils se servent pour transporter de la drogue comme killers. Mais pour la première fois, c'est le premier cas en Europe, dans le monde, en Amérique latine, où des enfants se trouvent au sommet d'une organisation criminelle. Et donc ces paranzini, ces enfants âgés entre 10 et 19 ans, il y a des adolescents aussi entre eux, pendant 4 ans, ont pris les commandes du centre-ville, du centre d'une grande ville. Et moi, j'ai eu à ma disposition les actes du procès, des interviews. J'ai pu interviewer les 3 survivants de ce groupe assez important, mais qui a été entièrement massacré. Mais j'ai voulu chercher un autre chemin, en partant toujours de données de la réalité, mais avec une fin différente. Je ne voulais pas démontrer quelque chose, mais je ne voulais pas qu'on apprenne par cette histoire des détails de la réalité, mais grâce à cette histoire, je voulais entrer dans le corps de ces enfants. Oui, alors dans le corps et dans la tête de ces enfants, vous l'avez expliqué, c'est des jeunes qui ont existé, pour la plupart, qui ont été objet d'une enquête judiciaire à Naples, qui s'appelait d'ailleurs La Paranza. Donc vous êtes rentré dans la tête de ces jeunes, mais est-ce que vous avez utilisé une partie d'imagination, mais est-ce que vous les avez aussi rencontrés, les survivants, et quelle idée vous vous êtes fait de ces jeunes qui sont, dans le livre, on le voit, ils sont partagés entre encore être
des gamins, et il y a un moment, ils mangent des bonbons, ils font des jeux vidéo, et puis ils vont sur une camionnette tuée avec un Kalachnikov. Ils sont partagés entre ces deux mondes. Dans vos rencontres, dans votre approche aux survivants de cette bande, quelle a été votre impression? Tra l'altro, mentre mi facevi la domanda, poi dopo te ne faccio una. Donc oui, pendant que tu me posais ta question, moi je me suis dit qu'il faut que je te pose moi une question. Invece è importante dal punto di vista di una donna, di una madre, una giornalista, insomma. Allora, questi bambini sono geniali, è il vero punto di non ritorno. Sono geniali, sono bambini prodigio, solo che mettono al servizio non solo di una violenza sanguinaria. Hanno ammazzato tantissimo, hanno ammazzato senza motivo spesso, senza neanche ottenere vantaggio, per uccidere per uccidere. E quindi quello che mi porto dentro è che spreco infinito. E ho pensato anche, ma cosa potevano diventare in un'altra realtà? Questi ragazzi avrebbero creato un'app. Una start-up. Esatto, una start-up figa, oppure musica, oppure non so. Altra cosa, erano sempre molto determinati, cioè sapevano dal primo minuto cosa volevano, che è stata anche un po' una contestazione che mi hanno fatto nel libro, ma come? È tutto dritto, non ha mai uno sbandamento, è così, cioè nasci già in una realtà dove sai che o sei fottuto o fottitore, cioè da che parte stai, ma c'è la terza strada. E quindi soldi, godere subito, non c'è tempo. Quindi 50 paia di scarpe, intere settimane a giocare alla PlayStation, con consapevolezza, cioè loro sapevano questa roba qua è quello che voglio, non è che ci capitavano perché qualcuno gli dava soldi. Poi... Pour moi, ces enfants sont des enfants géniaux et c'est vraiment ça qui est un point de non-retour. Ce sont des enfants prodigieux, mais qui mettent tout cela au service d'une violence sanguinaire. Ils ont tué un nombre incroyable de personnes sans raison. Ils ont tué pour tuer. Et moi, ce que j'ai en moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quel gâchis. Je me suis dit, mais dans une autre vie, dans une autre réalité, qu'est-ce qu'ils auraient pu devenir, ces enfants? Ils auraient peut-être pu créer une start-up très très cool. Ils auraient pu, je ne sais pas, écrire de la musique, mais ils étaient déterminés. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils n'hésitaient pas une seconde. Dès la première minute, ils savaient ce qu'ils voulaient. Et c'est parfois la critique qu'on a aussi adressée à mon livre. Elle me dit, mais comment tout est vraiment prédéterminé dès le début? Mais c'est comme ça. Soit on est baiseur, soit on est baisé. Il n'y a pas de troisième chemin. Il faut savoir tout de suite de quel côté on se range. Et eux, ils le savaient, ils voulaient de l'argent, ils voulaient profiter de tout cela, ils n'avaient pas de temps. Et c'est pour cela qu'ils achètent 50 paires de chaussures, qu'ils passent 2 semaines à jouer à la console, parce que c'est ça ce qu'ils voulaient. Allora, la domanda che volevo fare ad Anaïs è questa. Ora, nel mio libro le madri sono abbastanza centrali. Ne ho incontrate, ne ho studiate. Proprio c'è una madre, nella storia vera, che io uso la fantasia per montare, come in Gomorra la serie, ma tutto quello che accade che realmente è accaduto, solo montato in forma diversa. C'è una madre nella Paranza, nella storia vera, che a un certo punto fa arrestare il figlio e il figlio se ne accorge, no? che è stato fregato, e quindi se non mi parlerò mai più, infami, e lei dice spero l'ho fatto perché così ti vengo a trovare in carcere e non al cimitero, no? E in questo libro in realtà c'è una madre che a un certo punto chiede vendetta, cioè non faccio spoiler, però a un certo punto non te l'aspetti, chiede la testa per vendicare, no?
Ma la domanda è, lei come madre a un certo punto dice, non sta a me giudicare, io starò sempre accanto a te, nel bene e nel male, perché se non sono stata in grado di portarti sulla strada del bene, non posso mollarti quando tu hai scelto l'altra strada. Non ti spingo, ma non posso non accompagnarti. Allora la domanda è, da madre, la risposta è solo di aberrazione, cioè, mio Dio, che cosa assurda, o in fondo nelle viscere riesce a comprendere un meccanismo del genere, cioè se non sono riuscito a salvare è anche responsabilità mia e quindi si sbaglia insieme, cioè non ti condivido, ma sono accanto anche nel momento in cui sbagli. Voglio vedere. Et j'en arrive donc à ma question à Anaïs en tant que mère. Dans ce livre, les mères jouent un rôle assez central. J'en ai rencontré des mères, je les ai étudiées en quelque sorte. Il y a aussi une mère, une vraie de l'histoire, parce que plus ou moins les choses qui se passent sont vraies, sauf que le montage est différent, c'est une histoire. Et donc il y a une mère des enfants de la Paranza qui fait arrêter son fils. Son fils se rend compte qu'il a été piégé. Et je dis, maudite, tu es maudite, je ne te parlerai jamais plus, pourquoi tu l'as fait? Et elle lui dit, je l'ai fait parce que de cette sorte, je pourrais venir te voir en prison au lieu de venir te voir au cimetière. Dans la réalité, dans le livre, il y a une mère, je ne vais pas spoiler le livre, mais il y a une mère qui demande une vengeance parce qu'elle dit il ne m'appartient pas de juger, je serai toujours à côté de toi pour le bien et pour le mal. Et si je n'ai pas réussi à t'indiquer le chemin du bien, je ne t'abandonnerai pas si tu choisis un autre chemin. Et alors, je me demande, en tant que mère, est-ce là une aberration? C'est-à-dire, est-ce que dans les entrailles, un mécanisme de cette sorte, est-ce qu'on le comprend? C'est-à-dire que la mère, elle sent une responsabilité de ne pas avoir réussi à sauver son fils. Je ne suis pas d'accord, mais je reste à côté de toi. Je ne vais pas répondre d'une manière personnelle, mais d'une manière professionnelle, parce que c'est vrai que comme journaliste, j'ai eu l'occasion de m'occuper des enfants de combattants de Daesh, donc qui étaient allés en Syrie ou même nés en Syrie, et qui sont, depuis que le califat a en partie disparu, sont revenus en France. Et ce que me disaient les personnes qui s'occupent de ces enfants, donc des personnes des services sociaux, des juges, ils disaient que souvent on ne peut pas donner ces enfants aux mères qui sont souvent parties avec eux et qui reviennent avec eux, ou même aux grands-parents, pas seulement parce qu'il y a des enquêtes judiciaires, mais parce qu'ils disent il peut y avoir ce qu'on appelle en justice un conflit de loyauté. Je pense que ça existe en italien aussi, le conflitto di lealtà. Et parce que ces mères, même si elles reviennent, elles veulent donner une seconde chance à leurs enfants après les avoir emmenés en Syrie, elles peuvent justement être toujours dans une idéologie. Mais ce qui est plus frappant, c'est que même des grands-parents qui ont fait tout pour sauver ces enfants, les ramener en France, les rapatrier, peuvent avoir ce conflit de loyauté, c'est-à-dire se faire entraîner dans cette logique que Roberto Saviano raconte pour une mère et une fils, mais ça peut être même dans une autre génération, c'est-à-dire dans une famille entre, par exemple, une grand-mère, sa fille et son fils. Et donc il y a un lien, et je comprends tout à fait que voilà, on ne puisse pas toujours séparer, comme il l'explique très bien, le bien et le mal dans une famille. Et donc je pense que c'est pas une aberration, c'est la vérité. Et moi, comme journaliste, j'ai vu que dans des familles justement où il y a
Là, c'était à propos de Daesh, mais ça n'est pas si loin de ce que raconte Roberto Saviano. Il peut y avoir ce genre de comportement. Et d'ailleurs, ce qui me frappe, je rebondis pour une autre question, ce qui me frappe, c'est que ces enfants, ces jeunes de la Paranza, ces jeunes piranhas, ils sont prêts à tout, ils sont très déterminés, comme il l'a dit, ils sont féroces, ils sont d'une certaine manière des enfants prodiges. Mais ils sont aussi prêts à tout sacrifier et à mourir, à devenir des martyrs. Et d'ailleurs, ils peuvent même penser de sacrifier leur mère. Il y a cette expression, je ne parle pas napolitain, qui est comment on dit, Adamuri a mamma, et qui est traduite la vie de ma mère, je crois, dans le livre. Et d'ailleurs, le livre est très bien traduit par Vincent Reynaud. Je ne sais pas s'il est par hasard ici, mais c'est une très bonne traduction parce qu'il y avait la double difficulté du dialecte napolitain et du langage des jeunes, qui évidemment est un langage qu'il faut traduire dans un langage des jeunes français. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport à Gomorra. Je voulais vous faire cette question. Des jeunes gamins qui sont prêts à mourir, à être des martyrs et à sacrifier leur mère, qui quand même, dans un autre code, j'imagine, d'autres mafias, la mère c'était sacré peut-être, non? L'abilità delle donne italiane, avete visto, non ha risposto Elles sont très habiles, les femmes italiennes. Elle ne m'a pas répondu. su come si sarebbe comportata lei. Elle ne m'a pas dit de quelle façon elle se serait comportée. E comunque sì, è proprio così, cioè anche nell'intercalare, che in napoletano significa da morì mamma, cioè per esempio quale moto ti piace di più? Quello risponde la Ducati e l'altro dice a da morì mamma, cioè lo giuro sulla morte di mia madre, cioè se sto mentendo mia madre muore. E questa si declina anche in ad amori fratam, cioè deve morire mio fratello se ti sto mentendo, e quando si tratta con la fidanzata o un amico importante si dice e muri tu, cioè se sto mentendo mi devi morire tu, no? E fanno queste tre declinazioni ancora oggi, di continuo. Sì, così. Poi vado. Et en fait, c'est une phrase qu'on utilise dans le langage courant, Adamuri Mama, sur la mort de ma mère. Même si on demande quelle est ta moto préférée, la Ducati, mais pour dire que c'est vraiment vrai ce que je suis en train de dire, je dis Adamuri Mama, je te le jure sur la tête de ma mère. C'est-à-dire que si je mens, ma mère va mourir. Et ça peut s'appliquer à mon frère, à Adamuri Fratam. Par exemple, si je mens, c'est mon frère qui meurt. Ou alors, si on parle avec la fiancée ou un copain, on dit Adamuri tu, c'est toi qui mourras si je mens. Et on peut faire, on peut faire une foison de création de cette sorte. Però proprio come dicevi, cioè si ristabiliscono le regole, i codici. Allora, innanzitutto loro non considerano più la morte un rischio del mestiere, ma parte del mestiere, cioè si deve morire. Mentre le organizzazioni precedenti, le generazioni di camorristi precedenti, sia chiaro, sempre mettono in conto di morire come si mette in conto il carcere. Nessun mafioso crede di non essere arrestato, nessun affiliato crede di diventare anziano, poi qualcuno ci riesce. Loro non vogliono. Loro non solo non vogliono, ma la morte è qualcosa, no, che cercano, che fa figo, cioè è proprio bello, no? Mi rende diverso. E Corrado Alvaro, grande scrittore calabrese, lo diceva già negli anni 50, cioè in territori dove non puoi esprimerti diversamente, la violenza la usi per distinguerti. È il capitale che immediatamente ti fa distinguere. E loro fanno questo. Mi era venuta in mente un'altra cosa, ma è complicato. Et c'est vrai ce que tu dis. Il y a des règles, il y a des codes qui sont rétablis.
Par exemple, pour ces jeunes, la mort n'est pas un risque du métier, mais ça fait partie du métier. Et il est vrai aussi que même les générations de la précédente de la Camorra ont toujours mis dans leur compte que la mort était une possibilité comme la prison. Aucun mafieux ni aucun affilié à la mafia a jamais pensé d'éviter la prison ou de devenir âgé. Mais pour eux, eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que c'est bien de mourir. La mort, c'est quelque chose de cool qui me rend différent. Et comme le disait Corrado Alvaro, un grand écrivain des années 50, là où il n'y a pas un autre moyen d'expression, la violence sert pour faire la différence. C'est le capital qui te permet d'être différent. Sì, in realtà è complicato capire i legami di sangue dentro le organizzazioni mafiose. Racconto un episodio, e lo faccio perché è veramente raro incontrarlo, insomma, ha sfiorato un po' le cronache, a me mi ha sconvolto. Allora, negli anni 90 e tutti gli anni 2000, il clan di Lauro, potentissimo clan narcotrafficante napoletano, la famiglia di Lauro per me è stata modello per la famiglia Savastano in Gomorra serie, mette una regola: non ci si uccide per soldi. Regola diffusa anche nell''ndrangheta, nella mafia corsa, nella mafia americana, non si uccide per soldi. Cioè ci si fa accordi, c'è sempre qualche mediatore, quindi per soldi non ci si uccide. Non ci si può uccidere per questioni di donne se non autorizzati, cioè qualcuno, una commissione dichiara che tu hai messo le mani su donna sposata o figlia di, quindi devi provarlo, e allora sì. Altrimenti questioni di gelosie, corna, cosa del genere, vietatissimo. Terzo, se non si vogliono ascoltare o insomma tenere presente queste regole, si può fare un'esecuzione, ma solo all'interno del proprio sangue. Un'esecuzione, si può avvenire un'esecuzione, ma solo all'interno del proprio sangue. Bene. A un certo punto, famiglia Binante, una delle famiglie più importanti, c'è un personaggio che ha una piazza, gli Abbinante vogliono eliminarlo perché ha una piazza veramente interessante. Di Lauro dice no, è una questione di soldi, quindi vai, trova un accordo economico, e lo trovano. A questo punto la figlia di Abbinanti si sposa con questo personaggio dopo aver trovato l'accordo economico. Dopo il matrimonio gli Abbinanti gli sparano in testa perché è diventato un parente, potevano ammazzarlo. Questo per dirvi che cosa sono le regole. Les liens de sang dans une organisation mafieuse sont quelque chose d'assez compliqué à comprendre. Je vous raconterai un épisode assez rare qui m'a bouleversée. Pendant les années 90 et 2000, la famille de Di Lauro, c'est des trafiquants de drogue très connus et qui ont été à l'origine d'inspiration de la famille Savastano dans Gomorra, la série, établit toute une série de règles, et, parmi lesquelles on ne tue pas pour des raisons d'argent. Pour l'argent, on passe des accords, on trouve un médiateur, on trouve des accords. On ne tue pas pour des raisons liées aux femmes, on ne tue pas sans autorisation. Il y a une commission, donc on analyse la question, on voit pourquoi tu as voulu embêter une femme mariée ou la fille de quelqu'un, et on laisse de côté toutes les histoires de trahison, de jalousie, etc. C'est interdit. Troisième règle, si vous ne voulez pas respecter ces règles, si quelqu'un ne respecte pas ces règles, alors il est possible de le tuer, mais il est possible de tuer uniquement ceux qui font partie de son propre sang. Donc, à ce moment-là, donc, il y avait la famille Abbinante
qui voulait volevano eliminare Di Lauro? No, Un altro. Il voulait éliminer quelqu'un qui contrôlait un marché de la drogue très important. Et donc, il rencontre cette personne, il trouve... parce qu'il voulait leur marché. Donc, il la rencontre, il trouve un accord économique. L'accord, voilà, et tout le monde va bien. Alors, la fille de la famille Abinante épouse cette personne et à ce moment-là, il le tue. Et il le tue pourquoi? Parce qu'il était devenu du même sang, de la même famille. Voilà ce que sont les règles. Est-ce que l'apparence Forcella, ce que vous racontez, serait possible? Vous avez dit au début c'est une histoire inédite qui n'a jamais eu lieu, mais est-ce que des principes, des situations que vous racontez, même ce déroulement de code d'honneur et de violence qui est dans le roman, est-ce que c'est possible dans une banlieue par exemple française? Est-ce qu'il y a quelque chose d'universel dans l'apparence et dans Forcella? Proprio così, sì. Allora, innanzitutto già sta succedendo, cioè tutti i leader in questo momento delle piazze più importanti delle banlieue oppure dei cartelli marsiesi sono giovanissimi, forse non 15 ma 24, 23, 21 sì. E in Europa chi crede davvero nei giovani sono le mafie e ci puntano continuamente, cioè, gli danno dei ruoli da CEO, da amministratore delegato. E, pensate che i Paranzini, questo è in un altro libro l'ho scritto, però a 17-18 anni vanno a trattare coi trafficanti in Albania. Quindi voi vi dovete immaginare che questi sono come quindicenni adolescenti a cui gli danno, che so, la gestione di Amazon o di grandissimi centri commerciali e ci riescono. Immaginate avere a 15 anni 100.000, 200.000 euro al mese. Che cosa significa? E in realtà succede qui, succede in Messico, dirigenti giovanissimi, cioè succede in Italia, succede in Francia, succede in Messico, succede in Nigeria. Io mi sono dato una spiegazione forse troppo teorica, ma che è questa: finita ogni possibilità di speranza, cioè qualcuno ha speranza di risparmiare lavorando per prendere una bella casa, fare una famiglia, pagare il mutuo, avere un contratto di lavoro dignitoso, ufficiale, in queste zone è impossibile. Fai il meccanico a nero, fai il barbiere a nero, ti pagano ogni 3 mesi. Così. Allora non ci pensi proprio più, cioè non pensi diventerò quarantenne, ma no, tutto lo voglio ottenere ora, subito. E questo fa sì che danno il massimo e quindi sono proprio, puoi dire, abili e scalano e poi muoiono. E quindi c'è un avvicendamento continuo dei vertici. Oui, tu as raison, cela arrive déjà. Les leaders des places du deal dans les banlieues parisiennes sont déjà des jeunes et les cartels de Marseille ont confié des rôles à des jeunes qui n'ont peut-être pas 15 ans, mais 21, 24 ans. En Europe, ce qui croit dans les jeunes, ce sont les mafias, et même ils tablent sur eux. En quelque sorte, ils leur donnent des rôles de PDG. Les Paranzini, ces enfants-là, je le dis dans un autre livre, à 17-18 ans, ils vont négocier avec les trafiquants albanais. Imaginez, c'est comme si des adolescents géraient Amazon ou un très grand centre commercial. Et non seulement ils le font, mais ils y arrivent bien. Imaginez ce que ça veut dire d'avoir 100 000, 200 000 euros par mois. Et ça arrive pour de vrai. Cela arrive ici, en Italie, en France, au Mexico, en Nigeria.
Et quant à moi, je me suis donné une explication qui est peut-être théorique, mais c'est celle-ci. Donc, une fois qu'on a perdu tout espoir, toute possibilité d'avoir un espoir, de pouvoir faire des économies, d'avoir un bon travail, de pouvoir fonder un foyer, d'avoir une belle maison, prendre un crédit, avoir un contrat de travail normal, parce que tout ça est impossible. Et même si tu es mécanicien ou même barbier, tu es payé tous les 3 mois. Et alors, il n'y a pas de raison d'arriver à 40 ans. Je n'y arriverai pas, je veux tout, et maintenant, et c'est pour ça que j'y vais à fond. Et ils sont très très habiles, et ils grimpent vers le sommet, et ils meurent. Et c'est pour ça qu'il y a une rotation au sommet. Alors, c'est un engrenage infernal. Ils rentrent, ils ne peuvent plus sortir de ce système parce que d'ailleurs, comme vous le dites très bien, il y a des gratifications de pouvoir, de financières, et il n'y a pas vraiment d'alternative. Mais ce qui frappe dans ce livre, comme dans déjà Gomorra, c'est qu'il y a très peu de personnages positifs. La rédemption n'est pas envisagée. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a provoqué un débat en Italie. On vous a reproché de faire avec ces jeunes des héros négatifs qui pourraient inspirer d'autres jeunes. Alors je sais que c'est une attaque d'ailleurs qui est peu fréquente aux écrivains. En Italie, ça a été un débat très, très fort. Est-ce que vous posez cette question quand vous commencez à écrire? Est-ce que vous imaginez une responsabilité morale de l'écrivain ou vous êtes convaincu qu'il ne faut faire aucune concession devant la réalité? No, la mia responsabilità morale è l'essere più autentico possibile, e quindi è una responsabilità etica e estetica al contempo. Per me illuminare il buio è un modo per trasformare la realtà. Faccio una battuta prima, forse il pubblico francese non lo sa, ma in Italia c'è una trasmissione, una serie che si chiama Don Matteo, che con un Terence Hill, un prete. Il y a des Italiens dans la salle. E io dico sempre, 10 anni di Don Matteo, nessun prete, 2 anni di Gomorra, tutti camorristi. Insomma, l'accusa io l'ho trovata sempre incredibile, cioè non riesco, in realtà accade da sempre, al neorealismo di De Sica e Rossellini, no? fu accusato di fermare la crescita internazionale dell'Italia. Dice, ma come? Mentre l'Italia sta finalmente assumendo un ruolo internazionale importante, voi fate vedere questi cessi rotti, si usò questa espressione, questi stracci. Quindi venivano considerati nemici dell'Italia dell'epoca. Però la mia storia, insomma, riguardo me, penso sempre questo. Sono storie affascinanti. Ok? Il male mafioso affascina anche nella realtà, non solo nella rappresentazione. Ma il fascino va smontato, non negato. Tutto ciò che si confronta con la morte genera fascino. Non è che se guardi Gomorra o Scarface o Godfather diventi criminale. Se diventi criminale già vivevi in un contesto e già avevi fatto delle scelte simili. È come entrare in una stanza buia, accendere la luce e trovare un cadavere. E con chi te la prendi? Con la luce. E secondo me è lo stesso quando si fanno queste serie, quando appunto si accusa chi le ha scritte di aver istigato la violenza. En ce qui me concerne, ma responsabilité morale, c'est d'être authentique. Pour moi, c'est une responsabilité qui est éthique et esthétique en même temps. C'est comme, pour moi, c'est un peu comme si on éclairait une pièce sombre et on éclairait une pièce sombre. Et pour moi, la réalité, il ne faut pas la transformer, il faut la décrypter.
Et je fais toujours cet exemple. En Italie, il y a une série depuis 10 ans qui s'appelle Don Matteo. C'est l'histoire d'un prêtre qui fait beaucoup de bien et dont le rôle titre est joué par Terence Hill. Et ben, moi, je dis toujours, 10 ans de Don Matteo, aucun prêtre, 2 ans de Gomorrah, tout le monde est camorriste. Donc, pour moi, cette accusation n'est pas crédible, est incroyable. C'est un peu aussi ce qu'on disait à l'époque du néoréalisme à propos de De Sica et Rossellini. C'est-à-dire qu'on leur reprochait qu'à un moment où l'Italie commençait à être présente sur la scène internationale, ils décidaient de montrer des chiottes cassées et des haillons. Et on les traitait d'ennemis de l'Italie. Mais en ce qui me concerne, ce que je puis dire, c'est clair que le mal est fascinant. Le mal mafieux est fascinant non seulement dans la fiction, mais dans la réalité aussi. Mais il faut le démonter, il ne faut pas le nier. Et donc, ceux qui deviennent des criminels après avoir vu Gomorrah, Scarface ou Le Parrain, s'ils ont fait ce choix, c'est parce qu'ils baignaient déjà dans un environnement criminel. Ils avaient déjà fait leur choix. C'est comme lorsque quelqu'un entre dans une pièce, allume la lumière, il y a un cadavre et on va accuser celui qui a allumé la lumière. Et donc, voilà, je ne comprends pas ces accusations d'inciter à la violence ceux qui ont écrit ces séries. Alors, pour avoir allumé ses projecteurs sur la Camorra, sur les mafias italiennes, Roberto Saviano est sous protection policière depuis presque 12 ans. Mais depuis, son combat n'est plus seulement contre les mafias. Il a un rôle vraiment d'intellectuel engagé en Italie. Il a dénoncé les différents ganglions de corruption dans notre pays, en Italie. Et depuis quelques mois, il a un rôle qui, je ne sais pas si maintenant peut-être ça devient un peu, pesant, mais un rôle très important de voix contraire au gouvernement qui existe en ce moment à Rome, et notamment contre la rhétorique xénophobe du ministre de l'Intérieur, et qui a d'ailleurs porté plainte contre Roberto Saviano, donc un ministre du gouvernement qui a porté plainte contre un écrivain. Vous comprenez que je pense en France, ça serait pas imaginable, et ça arrive en Italie. Est-ce que ce rôle, vous le portez, mais est-ce que il y a des moments où vous commencez à le sentir pesant, et surtout ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu d'intellectuels qui s'élèvent, de voix qui s'élèvent contre le gouvernement aujourd'hui, qui s'élèvent contre ce que vous avez appelé le risque d'un néofascisme. Est-ce que de temps en temps vous ne vous sentez pas seul? Mimmo Lucano, amico che in questo momento sta vivendo una fase difficile, sindaco arrestato agli arresti domiciliari, per reato d'accoglienza, io dico, ma formalmente per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, ha detto: mi sento su uno scoglio circondato da un mare di solitudine. Proprio così, io mi sento esattamente così, ma perché in questo momento avere una posizione critica, argomentare sul tema migranti, ti porta a un tale mare di merda, più che di solitudine, che è pesante viverlo, farlo vivere, che i tuoi amici vivono la stessa... Ma diglielo a Saviano che... Pensate a essere amico di uno così. Ma tu che conosci, ma che stronzata ha scritto? Pesantissimo, no? Oggi, dicevo, tutto ciò che fa un intellettuale, cioè scrivi libri, sei dell'elite, prendi posizione a favore degli immigrati, chi ti paga? È facile, c'è il culo al caldo, c'hai l'attico, Manhattan, non vivo a Manhattan.
non si entra mai nel merito. Non si entra mai nel merito. Mi pesa, non c'è alcun vantaggio ad avere una posizione del genere, cioè non è che vendi più copie, non è che vengono a vedere di più i tuoi film, anzi, è uno dei motivi per cui molti intellettuali in Europa stanno zitti per questo, perché non è che possono compromettere la propria vita professionale per una posizione politica, e succede questo. Ce l'ho ancora 2 minuti, se no mi fermo, si ferma la passione. E io continuo anche perché, come dire, Anesi diceva la denuncia, no? La denuncia è incredibile, perché un ministro che non denuncia come ministro, denuncia come, cioè come Matteo Salvini, denuncia come Viminale. Cioè, a me mi ha denunciato il Viminale, non mi ha denunciato, lo giuro. Carta intestata mi è arrivata. Però vi sintetizzo la cosa, perché mi ha denunciato, per chi non lo sa, ho definito Salvini ministro della malavita, usando l'espressione che Gaetano Salvemini nel 1910 usa contro Giovanni Giolitti. Mi perdonerà Giolitti, paragonato Giolitti a Salvini, però volevo raccontare il metodo, no? Che di consenso di Giolitti simile a quello di Salvini. Ma non è questo il punto è la sua risposta, la risposta che Salvini dà a San Luca d'Aspromonte. Avevo fatto un articolo di 2 pagine dove raccontavo i rapporti tra Lega e 'Ndrangheta. Un giornalista alza la mano, a San Luca, capitale dell''Ndrangheta, chiamata la mamma in gergo, un criminale, alza la mano e dice: cosa ne pensa dell'articolo di Saviano? E Salvini ha una risposta geniale. Risponde: chi sopravvive alla lettura di 2 pagine? Si je me sens seule, d'abord, j'ai un ami qui s'appelle Mimmo Lucano, qui est en de très mauvaise eau. Il est le maire de Riace et il a été arrêté. Il est en résidence surveillée. Et moi, je dis que l'accusation, que les faits qu'on lui reproche, c'est des faits d'accueil. Ça, c'est ma définition. Dans la réalité, il a été accusé d'incitation à l'immigration clandestine. Et lui, il a dit qu'en ce moment, il se sent comme un rocher dans une mer de solitude. Et moi, je me sens comme ça. Et aujourd'hui, le fait d'avoir une position critique ou d'apporter des arguments sur la problématique des migrants ne fait qu'attirer une mer de merde. Et donc la solitude, c'est la moindre des choses. Et c'est pesant de vivre comme ça et de le faire vivre aux personnes autour de toi, à tes amis. Mais aujourd'hui, les intellectuels, c'est-à-dire si on est intellectuel, qu'on écrit des livres, on nous dit qu'on appartient à une élite. Si on est pour les immigrants, on nous dit bah oui, bien sûr, t'es payé. De toute façon, t'as tes fesses bien au chaud. Tu habites à Manhattan. Et donc, bien sûr que cela me pèse. Et cela ne me fait même pas vendre plus de copies de mes livres. On n'amène pas plus de spectateurs voir mes films. Au contraire. Et même les intellectuels européens, en ce moment, se taisent parce qu'ils ne veulent pas compromettre leur vie professionnelle à cause d'une position politique. Et c'est en cela que la dénonciation, la plainte déposée par Matteo Salvini est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'a pas porté plainte contre moi en tant que Matteo Salvini, mais en tant que ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai reçu un courrier sur papier en tête du ministère de l'Intérieur. Et ce, parce que je l'avais qualifié de ministre de la pègre, ministre du milieu, ministre de la malavita, en reprenant une expression que Gaetano Salvemini, en 1910,
utilisé pour décrire la politique du consensus de Giovanni Giolitti. Et Giovanni Giolitti me pardonnera si je le compare à Matteo Salvini. Matteo Salvini, oui, pardon. Mais en fait, je faisais la comparaison entre la méthode du consensus de Giolitti qui ressemble à celle de Salvini. Et par ailleurs, j'avais écrit un petit article, et Salvini participait à une conférence à San Luca d'Aspromonte, qui est la capitale de l'Andrangheta, qui est appelée la Mamma. Et une conférence consacrée au lien entre la Ligue, son parti, et l'Andrangheta. Et quelqu'un, où il était question de cela, et quelqu'un lui demande « Mais qu'est-ce que vous pensez de l'article de Saviano ?» Et lui, il a eu une réponse géniale. « Mais qui est-ce qui pourrait survivre à la lecture de 2 pages ?» Génial, parce que ça devrait motiver beaucoup de personnes à lire, à écrire et à lire surtout, parce que c'est vrai que je pense que ce genre de personnage, c'est que ce qu'ils craignent le plus, c'est qu'on soit informé, qu'on lise, qu'on puisse avoir des écrivains qui racontent des choses. Donc voilà, c'est le genre de déclaration qu'il faut utiliser pour voir ce dont ils ont peur. Et je pense que ce genre de personnages ont peur justement de ça. Je pense que le regard que beaucoup ont aujourd'hui sur l'Italie est sombre. Roberto Saviano nous l'a raconté. Il est dans une position aussi inconfortable, on va dire. Mais est-ce que, avant de terminer notre rencontre, d'ailleurs, je vous dis, après, Roberto Saviano sera disponible pour signer les livres, Piranhas ou d'autres livres si vous les avez apportés. Est-ce que vous voyez, malgré tout, malgré ce que vous avez raconté, ce qu'on sait, ce que les journaux et les médias racontent de ce qui se passe en Italie aujourd'hui, et c'est important de vous informer parce que c'est vraiment pas loin. Ce qui se passe en Italie peut se passer en France assez rapidement. Donc Roberto Saviano a cité des cas que peut-être vous ne connaissez pas, celui du maire de Riace arrêté, mais il y a plusieurs choses qui se passent en Italie presque tous les jours, et on n'en parle pas assez, ou pas d'une manière assez approfondie, je pense, à l'étranger. Donc, malgré ça, malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit, est-ce que vous avez des lueurs d'espoir sur l'Italie? Come rispondo adesso? Dacci una speranza. Donnez-nous de l'espoir. Ovviamente una speranza c'è, non so se io riesco davvero a sentirla, ma c'è. Ci siamo noi in questo momento, ogni singola persona, non è un'iperbole, è necessaria in questo momento, è necessaria quando smentisce le cazzate che dicono sui numeri dei migranti, quando distraggono dai temi fondamentali, quindi parlandone a tavola, sul lavoro, con i tassisti, parlandone nelle metropolitane, con gli amici, è fondamentale, anche solo spostare di 1 millimetro dalle balle su questi temi, che è molto facile, tra l'altro, manipolare. A volte mi chiedo, ma davvero d'improvviso siamo diventati un paese, virgola, un continente razzista, miope, qualunquista? Le responsabilità delle socialdemocrazie sono immense, sia chiaro. Ma questo è sufficiente per buttarci nelle braccia di questa incompetenza. Quando pronuncio la parola incompetenza sento già la voce del mio hater cioè l'hater dentro di me, che dice vabbè, ma la competenza guarda dove ci ha portato. Adesso è il turno dell'incompetenza. Se la competenza mi ha portato balle, propaganda, promesse non mantenute, adesso voglio l'incompetenza. È un discorso che può reggere, ahimè. Io non so bene cosa fare, né che cosa succederà. Ho una pressione addosso che sono abituato, ma veramente dura.
La pressione anche degli hater, ma dovete immaginare che ho migliaia di insulti al giorno, migliaia, ma anche non migliaia, ma decine anche di persone. Cioè adesso quando sei in Italia, nonostante sia sempre circondato dai carabinieri, è solo portateli a casa, l'amico dei negri, quanto ti pagano Soros, l'ebreo massone, plagiatore, tutto così. No, è pesante, a me non è mai successo di essere insultato, e né sistematicamente in strada, intendo. La speranza è poter ancora trovare la possibilità di essere complessi, di non cercare banalità, risposte semplici, di poterci incontrare, perciò sono stato felice di essere qui, non solo scrivere o leggere sui post, incontrare. La possibilità di poter smontare queste balle. E quello che ci manca è la prospettiva comune. Che mondo vogliamo descrivere nei nostri progetti? Cito sempre Danilo Dolci quando penso in questo. E vi ricordate il grande Danilone Dolci, friulano, che va in Sicilia a Partinico, costruisce la sua comunità resistente, simile a quella di Mimmo. E va a Partinico perché a Partinico c'era stato l'ultimo bambino morto di fame d'Italia, dopoguerra. Quindi lui parte e costruisce questa comunità. Bene, lui diceva in una poesia: ciascuno cresce solo se sognato. Potente, non se sogna. Se è parte del sogno di un altro, che lì inizia il sogno vero, realizzabile, quando tu sogni un altro nel tuo progetto, un altro nel tuo ideale. Bisogna partire da lì, dallo spiegare, dal raccontare quale mondo noi vogliamo creare senza timidezza. Oggi quasi uno ha vergogna a dire voglio l'eguaglianza, ma non, ipocrita. C'hai i soldi, per questo lo dici, no? Anche la fierezza di guadagnare, onestamente, no? E quindi secondo me la speranza è questa. Cioè un momento del genere è un momento di speranza. La possibilità di ragionare, mi hai guardato con sospetto, no, perché chiudo però stavolta. E quindi no, davvero, questa è speranza, essere qui. Oui, bien sûr qu'il y a de l'espoir, mais je ne sais pas personnellement si je le sens. Et ce que je vais vous dire, ce n'est pas une hyperbole. Chacun individuellement est nécessaire pour démentir toutes les histoires qu'on raconte sur les vagues de migrants, tout ce qu'on nous raconte pour nous distraire des thèmes fondamentaux. Tout le monde et tout un chacun est important pour parler chez lui, au travail, dans le métro, dans le taxi, pour démonter toutes ces inventions, tout ce qui est facile de manipuler. Chacun peut peser pour pouvoir vaincre cela. Et si parce que autrement le pays ne sera que myope et pris dans l'indifférence. La responsabilité des sociodémocraties est énorme dans cela, est immense. Mais si on parle de cette sorte, et si tout cela a pu se passer, c'est parce que à la fin, les incompétents sont arrivés au pouvoir. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire lorsque ceux qui étaient compétents sont arrivés au pouvoir et qu'on est arrivé là où on est, pourquoi pas on pourrait se dire maintenant c'est le tour aux incompétents. Jusqu'à présent, il y a eu de la propagande et des promesses non tenues. Voilà, maintenant c'est au tour des incompétents. Mais tout cela, c'est pas possible. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas ce qui va arriver. C'est sûr que je suis soumis à une forte pression, une pression qui dérive des vagues d'insultes
dont je fais l'objet, ou même les personnes qui me disent, voilà, tu es ami des Noirs, amène-les chez toi, combien t'es payé par Soros, tu es un juif maçon, tu fais des plagiats. Ça ne m'était jamais arrivé. Et pour moi, l'espoir, c'est de pouvoir rester complexe, c'est-à-dire de ne pas céder aux banalités, de pouvoir se rencontrer et non pas seulement se lire sur un post, de pouvoir démanteler, démentir les bêtises, les histoires qu'on nous raconte, et de créer une perspective commune pour le monde qu'on veut créer. Je cite toujours l'exemple de Danilo Dolci, un friulan qui est allé en Sicile, à Partinici, où il a créé une communauté. Et il est allé à Partinici parce que c'est la ville où était mort de faim le dernier enfant en Italie. Et lui, il disait toujours que chacun peut grandir seulement s'il est rêvé. Et c'est très beau, c'est-à-dire qu'on peut grandir si on fait partie du rêve de quelqu'un d'autre. Ça veut dire alors que c'est un rêve qui se réalise, parce que nous faisons partie de l'idéal de quelqu'un d'autre. Et alors là, on peut commencer à discuter sur quel est le monde que nous voulons. Et il ne faut pas avoir honte. Des fois, c'est comme si on avait honte de dire qu'on veut encore l'égalité, et qu'on est hypocrite si on dit des choses comme ça. Mais l'espoir, c'est encore, par exemple, avoir la possibilité de raisonner, de réfléchir. Et espoir, c'est aussi être ici aujourd'hui. Merci pour cette belle soirée. Je pense qu'on peut finir avec cette idée de rêver l'autre et de penser la complicité. Merci à notre formidable interprète aussi qui a gardé le rythme. Grazie. Et grazie Roberto. Grazie, Grazie. Grazie a voi.